à tous. Alors déjà, je vais implorer votre indulgence. C'est la première fois que je présente dans un congrès. Première fois également que je reviens à un congrès depuis très longtemps à cause d'un manque d'effectifs. Bon, voilà, que vous avez dû tous connaître. Voilà, donc première fois que je suis dans un amphithéâtre plus grand qu'une salle de cours. Donc oui, vous imaginez que le trouillomètre est à fond. Ma présentation a pour but en fait plutôt de susciter la discussion, et vous avez remarqué que j'ai rajouté en sous-titre au CHU de Poitiers. J'ai pas l'intention de vous dire ce qu'il faut faire dans une sédation pour l'algologie interventionnelle, parce qu'il y a probablement autant de sédations que d'anesthésistes, que je n'ai pas la légitimité pour vous dire ce qu'il faut faire, mais par contre j'ai la légitimité pour vous présenter ce qu'on fait à Poitiers depuis un certain temps. Donc voilà, donc c'est purement clinique. Vous verrez qu'il y a des diapos à fond vert dans ma présentation qui m'ont été données par le professeur Riguard, qui présente là-dessus depuis très longtemps. Il m'a également passé quelques vidéos, puis quelques photos qu'on a pris au bloc la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec Bénédicte, que je remercie de m'avoir invité, avec qui on travaille régulièrement. Et en fait, finalement, c'est presque quelque chose qu'on aurait pu présenter en binôme. Alors, je devais le présenter en binôme avec un de mes collègues. Finalement, je suis tout seul, mais le binôme, il est aussi avec de l'autre côté du champ, avec Bénédicte. Donc voilà. Bon, c'est un plan classique, c'est juste. En fait, le plus important sera la partie de contexte, et la réalisation, vous verrez, est assez simple. Juste pour vous dire, on a une certaine expérience de la sédation, et probablement que vous verrez que j'insiste un peu sur les électrodes périmédulaires. Pourquoi ? Parce qu'on a commencé par ça. Alors c'est les électrodes périmédulaires, on en pose depuis 2011 et on le fait en éveillé depuis 2014. Du coup, 2014, c'est une date qui compte pour moi parce que je suis devenu senior à ce moment-là. Donc j'ai commencé à faire de l'algologie interventionnelle, enfin de l'autre côté du champ, avec ces électrodes en éveillé. Et en 2016 est venue l'hypnose en plus de la sédation qu'on avait introduite, ce qui nous a permis d'avoir des retours patients. Pourquoi ? Parce que pour faire de l'hypnose, il faut un temps avant, un temps pendant et un temps après. Et donc on a eu des témoignages écrits et des vidéos que je vais vous présenter. Donc et donc voilà, donc du coup, en fait, on est parti du plus compliqué presque, parce qu'on a ces chirurgies d'électrodes, initialement des électrodes chirurgicales avec la laminectomie, étaient quand même des gestes ultra invasifs. Et initialement, on faisait que ça. Et quand Bénédicte est arrivé, on a développé aussi de façon importante le nombre de gestes et leur nature, et vous verrez qu'en fait finalement on est parti de ce qu'on faisait pour les électrodes et on a varié. Alors pour contextualiser, on est une équipe d'anesthésistes qui s'occupe de la neurochirurgie. En neurochirurgie, on utilise essentiellement, sauf en cas de pénurie et de pandémie Covid, de la double évoque propofol rémifentanil. On réalise des chirurgies éveillées pour des exéreses de tumeurs ou des chirurgies éveillées pour des poses de stimulation profonde, d'électrodes de stimulation profonde, notamment pour le Parkinson. Dans le même bloc, on fait également de l'algologie interventionnelle. Dans le même bloc aussi du rachis. Donc on a presque le même pool de patients que en algologie interventionnelle, ou alors on est à l'étape d'avant. On a de la radiologie interventionnelle dans laquelle on développe beaucoup la sédation, notamment parce qu'on a des patients très fragiles. On l'impose un peu aux radiologues sur les terrains, notamment sur les poses de dérivation biliaire. On fait des cimentoplasties en sédation, et aussi les thrombectomies. En ORL, on utilise aussi beaucoup le double évoque sur tous les gestes en ventilation spontanée, les laryngoscopies, les endoscopies de sommeil, les laryngoscopies en suspendu, ou qu'on fait en ventilation spontanée.
En ophtalmologie, la sédation qu'on utilise parfois de façon un peu impromptue chez des patients avec d'âge canonique, avec d'énormes comorbidités. Et on a également la pédiatrie où là, là on a peu de possibilités de sédation. On a une seule équipe d'IAD qui tourne sur l'ensemble de nos blocs à nous que je vous ai présentés, mais également sur tous les autres blocs, excepté la cardio-thoracique, qui ne se spécialise pas et donc qui utilise couramment la base Evoque. On a une équipe de 3 c'était il y a 15 mois, à 6 anesthésistes réanimateurs qui tournent sur toutes les spécialités, de façon indifférente. Il y a une seule équipe d'infirmières de bloc opératoire commune à la neurochirurgie, au rachis et à l'algologie. Une présente qui est non permanente d'algothérapeute, elle est quasi systématique sur les poses d'électrodes sur une vacation par semaine, mais voilà, elle est non systématique. Qu'on utilise la sédation, que ce soit sur les poses d'électrodes sous-cutanées, plexiques, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, des gestes locaux régionaux. En gros, c'est l'évaluation, elle est faite en amont par le thérapeute qui va, lors de sa envoyer le patient en consultation d'anesthésie et nous dire ou non s'il envisage de faire ça sous une sédation. Et après, c'est à nous, on met en musique. Initialement, pourquoi on a introduit ça, c'est que on avait nécessité de la participation du patient pendant la procédure, notamment pour le placement des électrodes, que on avait, comme je vous l'ai dit initialement aussi, mais ce qui est vrai pour toutes les procédures, un inconfort lié au geste. Alors vous imaginez qu'il est majeur quand c'est une mini-laminectomie, il est forcément moindre quand il s'agit juste d'un traitement local, et on a des variations importantes dans les phases des gestes. Donc on a des moments où strictement non douloureux et des moments avec des pics. Donc il faut gérer cette variation qui est rapide. On a également des patients douloureux chroniques avec des gestions de traitement un peu compliquées, une psychologie un peu compliquée, des comorbidités. Et on a des positions opératoires qui peuvent limiter notre champ d'interaction, notamment je pense au décubitus ventral. Une fois que le patient est en décubitus ventral, on peut plus faire grand-chose, notamment en termes de ventilation. Je vous ai mis, c'est la seule référence que je vous ai mis, c'était un article du professeur Riguard qui détaillait plus du point de vue chirurgical, mais on parle d'Evoque dans cet article. Vous verrez que dans cet article, il est parlé de wake anesthésia. Pour que la chose soit bien comprise, on a arrêté de parler de sédation, notamment avec les équipes chirurgicales, pour éviter de penser que c'était un geste mineur et arrêter de dire que l'hypnose faisait tout. Il y a une interaction entre l'hypnose et ce qu'on fait nous, une interaction réelle, mais voilà. Donc on a parlé d'anesthésie générale sans intubation. Et pour que ça soit bien compris par l'équipe chirurgicale, alors j'insiste bien chirurgicale, même si on a des intervenants qui ne sont, comme Bénédicte, qui ne sont pas chirurgiens, et pour la compréhension également du patient. Mais la réalité reste que ça reste une sédation lourde, mais une sédation quand même. La consultation d'anesthésie, on aime bien que la première soit faite à Poitiers. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'informer sur le déroulé de la chirurgie. Alors parfois c'est un peu compliqué que les patients viennent à Poitiers parce qu'on a des patients qui viennent d'à peu près toute la région Nouvelle-Aquitaine. Ça s'entend à la différence d'accent quand vous les voyez. Donc du coup parfois c'est un peu compliqué, donc il y a des consultations qui sont délocalisées, mais on aime bien souvent que la première soit faite à Poitiers. Voilà, on explique le geste, on explique aussi les limites de la sédation, mais on leur explique aussi ce n'est pas fait sans rien. Le patient, quand il arrive pour un geste, on lui dit vous serez pas endormi, il estime que ça va être fait sans rien du tout, et donc régulièrement il arrive avec aussi un trouillomètre à
à fond. Et donc on lui explique qu'on ne fait pas tout, qu'on lui fait des médicaments en intraveineux pour le détendre. Alors, personnellement, moi je leur explique aussi qu'on navigue sur une ligne de crête, c'est-à-dire que on préfère que si on en fait trop, il arrête de respirer, et que s'il arrête de respirer, on va être embêté pour la ventilation. Et donc on navigue sur une ligne de crête et qu'on préfère toujours être un peu moins qu'un peu plus. Et on lui explique aussi tout le déroulé du début à la fin de la chirurgie. On vérifie que les écritures d'ambulatoire sont possibles. Il y a la gestion des traitements. Alors que la gestion des traitements, comme on est sur une sédation, on est assez simple. On maintient tous les traitements, avec peut-être les bémols actuellement sur les nouveaux antidiabétiques type Forxiga, où là quand même on a une sédation forte et on aurait peut-être plutôt envie de les arrêter, mais sinon surtout tout ce qui est antalgique et traitement antalgique qui est maintenu et qui sera repris tout de suite après l'intervention. On a des comorbidités qui nous mettent on a des red flags. Et alors l'obésité, même si initialement on était assez strict, c'était IMC supérieur à 30, le patient était récusé de la sédation. On est beaucoup plus souple maintenant, et plus que l'IMC, on prend en compte la conformation du patient. C'est-à-dire qu'un patient, on va dire 1 mètre cube avec pas de cou, on aura tendance à le récuser. Un patient qui a un IMC à 35 mais qui est grand et qui a tout au niveau de la ceinture, on aura tendance à le laisser passer. La comorbidité qui nous embête le plus, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Parce que tout simplement le patient sera difficilement gérable et le seuil thérapeutique pour nous sera excessivement bas, avec impossibilité de réellement le sédater parce qu'il va se mettre en apnée tout de suite. Pathologie respiratoire, on aura plutôt tendance là à pousser pour la sédation. Et les deux autres qui sont, c'est l'impossibilité de tenir la position. Je pense au décubitus ventral essentiellement, et l'angoisse liée au patient. Au bloc, le patient, si il en est capable, arrive en général à pied au bloc et à pied en salle d'attente du bloc et à pied en salle d'attente du bloc dans la salle de bloc opératoire. La table reste en salle, et c'est lui qui s'installe dans la position. C'est l'avantage de pas lui imposer, de pas contraindre une position, et voilà, de gérer ses douleurs à lui. Donc il s'installe au mieux. Une fois qu'il est installé, il est monitoré, on lui pose la voie veineuse périphérique, et dès la pose de voie veineuse périphérique, on commence la sédation à faible dose. En général, on met les propofol, fentanyl à 1 pour l'imprégner. On travaille en cible effet, et actuellement on travaille sur des perfuseurs Primea. C'est toujours vrai à l'heure actuelle parce qu'on a eu on change de marché, donc on va changer de base, mais donc c'est toujours vrai actuellement. On leur met un capnomasque, où vous verrez parfois on a des lunettes aussi qui nous permettent de vérifier qui ventile, et avec un capno sur le respirateur, et ce qui nous permet aussi de gérer le surplus de sédation avant la désaturation profonde. C'est-à-dire que dès qu'on voit plus rien, on baisse la sédation, ce qui nous permet d'éviter la plupart du temps la désaturation. Et ensuite, une fois que tout ça est fait, donc on a commencé bien en amont, on commence la procédure avec l'air repérage et l'anesthésie locale. Donc là, c'est des photos qui sont prises au bloc. Donc ça, c'est ma photo un peu faillot parce que du coup, voilà, vous allez reconnaître l'opérateur. Donc là, vous voyez sur le respirateur, on voit le capno, donc avec le capnomasque qui est là, donc ce qui nous permet de vérifier que le patient est toujours en ventilation spontanée, notamment quand on approfondit dans ces moments-là où notamment on procède au traitement, où là on a besoin d'approfondir parce que l'inconfort est majeur, et donc on vérifie toujours qu'on a une oscillation. Alors on ne s'intéresse pas aux chiffres,
le chiffre est complètement est faux. On s'intéresse juste au fait qu'il y ait des oscillations. Et vous voyez, on est donc sur la base EOC qui a commencé dès l'arrivée du patient, enfin dès la perfusion du patient en salle. Et plus on l'imprègne tôt, moins les cibles en péropératoire seront élevées. Ensuite, ça c'est la version initiale, c'est sur quoi on a commencé. On a commencé sur la minectomie, alors qu'il restait des chirurgies mine de rien très invasives. Maintenant, on est plus sur des poses d'électrodes percutanées, donc des choses beaucoup plus soft. Mais on a commencé par ça. Donc après, qui peut le plus, peut le moins. Et voilà, c'était, vous voyez, on est même si c'est appelé mini-invasif, on est quand même chez des patients qui sont réveillés sur quelque chose qui est quand même conséquent. Alors là, c'est une vidéo. Alors, vous voyez, on voit le chirurgien qui est avec sa Kerrison, hein, donc qui est en train de faire sa laminectomie. Et là, on a une patiente qui bouge peu, hein, qui est en train de dormir. Là, on a le docteur Wood, hypnothérapeute. Moi, je suis ici. Vous pouvez constater, et comme dans les diapos précédentes, quel que soit le type d'intervention, l'équipe d'anesthésie voit ce que fait l'équipe de chirurgie. Donc que ça soit avec des champs transparents ou que ça soit avec des champs abaissés. On est obligé de savoir où ils en sont. On est obligé, alors certes, de connaître les temps opératoires, mais savoir où ils en sont pour pouvoir ajuster, voire anticiper le temps chirurgical. Et ensuite, on passe donc sur ce type d'électrode, on passe de ces temps où le patient est complètement presque amorphe à ces temps-là. Alors normalement, il y a du son. Mais donc là, la patiente parle comme vous et moi. Et là, elle dit que pour l'instant, elle doit avoir une couverture au niveau des lombaires. Et là, elle dit que pour l'instant, voilà. Et là, on a bougé l'électrode et elle dit que Là, oui. Oui, voilà. Vous voyez, la patiente parle comme vous et moi là. On a tout coupé et ça lui permet, voilà, ça nous permet de bouger l'électrode et d'avoir une couverture maximale de sa zone douloureuse. Alors, initialement, les vidéos étaient faites pour promouvoir la technique et notamment le mapping, mais ça vous donne une illustration des deux temps. On a un temps où le patient dort complètement et le patient un temps, et ces temps-là sont en l'espace de 10 minutes, il faut même moins, il faut qu'on ait ces deux états. Est-ce que vous aviez des appréhensions avant cette intervention? Un peu. Alors, en fait, je suis quelqu'un qui chapeaute beaucoup du ciboulot. Eh ben oui, c'est la cocotte minute en début. Voilà. Et mon père, c'est route nationale. Donc, du coup, tu tapes toutes les églises, toutes les cathédrales. Ah oui, pourquoi les églises et les cathédrales? Parce qu'il aime. Ah, il aime, d'accord. Au début, avec ma sœur, je détestais, c'était l'enfer. On mettait 3 plombs. Attendez, je crois qu'on va venir à Poitiers, on mettait 10 heures. Ah oui, d'accord. Entre les profondes et les églises. Voilà, et puis après, si vous pouvez faire du canoë-kayak, un peu d'escalade, un peu de cheval, enfin, bref. Ça, Ouais. Et puis après, si les chiens Les chiens font quoi? ont chaud, donc il faut les baigner. Ah, parce qu'il y a enfin, aussi les chiens dans le Bedford. Combien de chiens? On en avait un. D'accord. Comment il s'appelait? Titus. Franchement, à 3 fois, je m'en rappelle, j'ai grimacé un petit peu, mais sinon, franchement, j'ai rien senti. Hein. Alors, je vais pas parler pour la laisser parler. Là, c'est un exemple assez frappant de l'interaction entre ce que nous on fait et l'hypnose. Vous avez vu déjà que la patiente était assez réceptive, assez volubile. On lui met du propofol, on la désinhibe. Et donc on était sur un des temps qui en général le moins bien toléré, c'est le temps de la tunnelisation. Vous avez remarqué que 3 fois, elle s'arrête de parler et clairement, elle avait fait plus que grimacer. On ne voit pas sa tête, mais on l'imagine très bien. Mais
quand elle en reparle, elle dit « Oh, je grimaçais, j'ai pas eu mal ». Et en fait, et ça s'est manifesté sur plusieurs témoignages écrits qu'on a pu lire. En fait, avec le propofol, les patients ne se souviennent plus des moments d'inconfort qu'ils ont pu avoir. Ce qui fait que si jamais ils doivent être repris ou qu'ils ont une autre procédure, ils arrivent pas complètement stressés parce que de toute manière, ils se souviennent plus de ces moments douloureux. Et en fait, on profite pleinement de l'effet amnésique du propofol. Plus, il y avait également le remifentanil qui était en route, mais voilà, on est sur la fin en plus de l'intervention et voilà, c'est vraiment là, c'était l'exemple le plus frappant. En post-opératoire, le patient va en salle de réveil uniquement s'il a eu du propofol. Reprend la boisson dès la salle de réveil, l'alimentation dès qu'il retourne dans le service, juste pour des problèmes pratiques, mais il pourrait dans l'absolu reprendre l'alimentation dès la SSPI. Il reprend ses traitements tout de suite, et quand ils sont en ambulatoire, dans l'absolu, ils peuvent partir si, bien sûr, ils respectent les critères d'ambulatoire au bout de 2 heures. Les effets secondaires, le principal et celui qui nous embête, c'est la perte de ventilation spontanée qui concerne des saturations qui peuvent être profondes, transitoires, très transitoires, mais profondes, avec des patients, surtout chez les patients qui sont en décubitus ventral. Le pire pour nous, c'est les électrodes cervicales où le patient est en rectitude du rachis, donc on n'a pas du tout accès à la tête, où on aura tendance à être beaucoup plus méfiant. Quand ils ont la tête sur le côté, on peut les luxer, on peut leur faire reprendre une ventilation spontanée. Mais voilà, on n'a jamais eu d'effets secondaires graves nécessitant d'arrêter la procédure liée à des désaturations. On a toujours réussi notamment à anticiper avec la perte du capno. On peut avoir une mauvaise participation du patient. Chez les patients qui sont déjà fatigués, chez qui on le voit, on va le savoir tout de suite, c'est des patients qui dorment avec des cibles ridicules, notamment dans un contexte d'âge un peu élevé. L'inconfort, c'est notre principal effet indésirable, c'est que des fois on se plante, des fois on n'est pas bon, et des fois le patient a mal. Bon, voilà, c'est notre, parce que parfois on marche un peu sur des œufs et qu'on préférera avoir un patient qui respire que devoir arrêter le geste en catastrophe pour une désaturation profonde. Et alors l'amnésie, je les mets dans les effets secondaires, mais qui n'est pas un effet indésirable, comme j'ai pu vous le dire. En conclusion, en fait, pour la sédation, le meilleur moyen de sédation, c'est quelque chose qui est très modulable, dans des temps courts, qui est transitoire, qui a peu d'effets secondaires, et surtout qui doit être maîtrisé par l'ensemble des intervenants, qu'ils soient médicaux, paramédicaux, y compris des deux côtés du champ. C'est pour ça que nous, on a choisi la double évoque remifentanil propofol, parce qu'elle est comprise par tout le monde, elle est simple d'utilisation, elle permet des ajustements assez fins, et on est sur des délais courts. Et ça nous permet notamment de laisser la salle à l'IAD pendant que nous on va gérer le méningiome qui saigne 3 litres en face, et avec des chirurgies qui sont des procédures qui sont pas arrêtées parce que l'anesthésiste est sorti de salle. Donc voilà, ça c'est notre expérience. Probablement que vous avez des expériences avec d'autres médicaments dans d'autres centres, ce qui ne veut pas dire que je n'ai jamais, je tiens à le préciser, je vous ai présenté juste l'expérience de Poitiers. Toute expérience avec d'autres molécules qui est maîtrisée par l'ensemble des intervenants est bien entendu totalement intéressante. Voilà, je vous remercie de votre attention.